Philippe, avec toi, donc on va revenir sur la notion d'empreinte carbone en rappelant des enjeux et des définitions, et je vais te permettre de partager ton écran pour faire ton exposé. Allez, la parole est à toi. Alors, bonjour à tous. Bonjour, merci Pierre. Vous avez donc tous ma présentation sous les yeux. Donc, on va passer ensemble l'après-midi pour parler d'empreinte carbone. Et la responsabilité m'a été attribuée de faire un peu une introduction et une mise à niveau des connaissances de tous, pour qu'on soit à peu près tous synchrones sur c'est quoi une empreinte carbone, est-ce qu'il y a des différences entre une empreinte carbone et un bilan carbone, comment on fait ça, quels sont les enjeux. Donc, on va voir très rapidement 4 points. Un rappel sur le réchauffement climatique pour quand même que tout le monde qu'on sache très très bien de quoi on parle, les enjeux, la contribution de l'agriculture et la mise en œuvre résumée qu'on va revoir après toute l'après-midi en détail. Alors, le réchauffement climatique ou l'effet de serre, c'est un phénomène naturel, totalement naturel. Vous avez un schéma ici à droite qui vous montre que sur 100 d'énergie qui provient du soleil, il y en a 24% qui est directement réfléchi. Il y en a 51% qui atteint la surface terrestre. Et sur ces 51%, il y en a 6 qui rebondit, on va dire. Hein, c'est à cause de ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire si j'éclaire, si cette lumière solaire arrive sur de la neige, ben, il y en a une grande partie qui va repartir directement. C'est fait l'objet d'ailleurs d'idées de repeindre les toitures en blanc pour limiter le réchauffement climatique. Et puis le reste va venir chauffer la surface terrestre. Et tout le reste, donc les 51%, ils sont réémis sous forme de rayonnement infrarouge, en particulier la nuit. Et 82% de cette réémission est capturée par l'atmosphère, et heureusement, c'est ce qui a permis la vie sur Terre et qui permet d'avoir des températures tempérées sur Terre, et 18% regagnent la stratosphère. Donc les gaz naturels qui produisent le réchauffement climatique et donc la vie sur Terre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, et puis le méthane et l'oxyde nitreux majoritairement. Alors, tout se passerait bien si les activités humaines n'émettaient pas en surcroît des gaz, et les 7 gaz prioritaires qui ont été ciblés par le protocole de Kyoto sont sous vos yeux. Donc on retrouve le méthane, le CO2, bien sûr, issu des combustions d'énergie fossile, le N2O, protoxyde d'azote, surtout issu de la fertilisation, donc agricole, et puis après les autres substances sont plutôt des substances industrielles que agricoles. Donc, si jusque-là, ça paraît simple de calculer l'impact carbone d'un gaz, hein, cet impact carbone, c'est ce qu'on appelle la caractéristique qui va faire qu'un gaz est va plus ou moins retenir ses infrarouges réémis la nuit. Ça s'appelle le forçage radiatif. Ça se mesure en watts par mètre carré. Et si c'était que ça serait assez simple de caractériser les gaz qu'on émet. Mais il y a une autre question, c'est que ce gaz va se dégrader dans l'atmosphère, notamment à cause des ultraviolets du soleil dans la journée. Et donc ces gaz vont avoir une durée de vie qui va être très variable d'un gaz à l'autre. Hein. Il y a des gaz qui ont des durées de vie de plusieurs milliers d'années, puis il y en a d'autres qui ont des durées de vie de quelques mois ou quelques années. Et du coup, si on se fixe une perspective, par exemple, de 100 ans, qui est la convention souvent retenue pour le réchauffement climatique, et ben l'impact qu'on veut capter, c'est bien la surface que j'affiche sur mon écran. Et du coup, c'est ça qu'on va traduire par un facteur de caractérisation. Donc, l'impact du réchauffement climatique, on va le quantifier par combien de kilos d'un gaz j'émets, et quel est son facteur de caractérisation, qui est en fait cette surface que vous avez sur l'écran, qui prend en compte à la fois son forçage radiatif et sa durée de vie dans l'atmosphère. Ainsi, un gaz peut être moyennement impactant en termes de forçage radiatif, mais s'il a une durée de vie supérieure à 100 ans, il peut être plus impactant qu'un gaz qui aura un plus fort forçage radiatif, mais qui sera éliminé dans l'atmosphère en quelques mois ou quelques années. Alors, une fois expliqué le phénomène, comme ça on est tous au même niveau on s'est tous réactivés sur ce de quoi on parlait, quels sont les enjeux? Alors, pour vous expliquer les enjeux, j'ai pris une publication de Nature, donc des plus grandes revues scientifiques, qui date de 2019, et qui fait un petit peu le point, il y a un peu plus d'un an et demi, en disant, vous avez 4 barres ici, ces barres représentent, avec un niveau d'incertitude, le risque d'emballement du climat, la quantification du risque d'emballement du climat. Donc en 2001, il y a une vingtaine d'années, on pensait que c'était au-delà des 5 degrés qu'il y avait un risque fort.
alors je vous expliquerai comment on évalue ces 5 degrés. Et puis en 2009, 10 ans plus tard, on reste à peu près sur la même gamme, mais le niveau d'incertitude est tellement fort à ce moment-là que, vous voyez, c'est un graduel. On ne sait pas trop définir une température seuil qu'il faudrait pas dépasser. Et puis les modèles s'affinent, les évaluations s'affinent pour arriver en 2018, donc aujourd'hui, hein, au fait qu'à partir de 1,5 degrés, enfin, à partir de 1 degré, on rentre dans une zone orange, et puis au-delà de 2 degrés 5, on est dans une zone rouge. Et du coup, ça vous fait percevoir comment la science a essayé d'estimer la gravité du réchauffement climatique suivant qu'on dépassait une température moyenne de 1 ou de 5 degrés. Alors, comment on arrive à calculer ça? Ben, c'est simple, on a identifié, enfin les chercheurs du climat ont identifié 9 points de basculement. Je ne vais pas tous vous les dire, hein, il y a des histoires de courants marins, il y a le corail. Je vais prendre le plus facile à expliquer en une minute, hein, c'est le permafrost. Donc, ce sont des immenses surfaces qui sont gelées, hein, sur Terre, notamment dans l'ex-Union soviétique, en Russie, et puis aussi en Amérique du Nord. Et si on dépasse un certain seuil de température, ce permafrost va dégeler et il contient en lui-même beaucoup de matière organique en décomposition, enfin qui est piégée dans le gel, et qui, si on dépasse d'un certain degré, on va dégeler ça. Et cette matière organique va se dégrader à cause de bactéries et va produire du méthane, hein, puisqu'on va être dans une phase aqueuse, donc en anaérobie. Et ce méthane va produire lui-même du réchauffement climatique, puisqu'on a vu que c'était un des 7 gaz qui réchauffent. Et on va avoir un processus qui va s'auto-emballer, qu'on symbolise souvent par ça, c'est-à-dire que si le comportement des activités humaines reste dans un seuil en dessous de 1,5 degré, ben, si on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, ben, au bout d'un certain nombre de décades, ben, on reviendrait à un point d'équilibre stable, qui est le climat qu'on connaît sur la Terre. Par contre, si on dépasse ces 1,5 degrés, on va enclencher des phénomènes qui peuvent être irréversibles, parce que le phénomène va s'auto-alimenter. C'est-à-dire le réchauffement produit sera suffisant pour libérer des quantités phénoménales de CH4 qui vont lui-même réchauffer la planète, qui vont lui-même continuer à accélérer le dégazement, le dégel du permafrost ou du corail, etc. Donc voilà pour les enjeux. Donc la barrière est fixée à peu près à 1,5 degré en ce moment. Alors, quelle est la contribution de l'agriculture? Là, c'est un petit peu... ça dépend de quel point de vue on prend. Donc, si on prend la contribution française, elle est en dessous de 20% par rapport à toutes les autres activités humaines. Alors, premier point, c'est que ça dépend qu'est-ce qu'on inclut dans l'agriculture. C'est que la phase agricole ou la phase agroalimentaire, ou y compris jusque dans le frigo du consommateur. Alors, si je me place à l'échelle mondiale, on arrive à la contribution de l'agriculture au réchauffement climatique à 28%. Alors, pourquoi on a un tel écart entre la contribution française, qui est quand même un pays agricole, hein, et la contribution moyenne mondiale? Ben, c'est essentiellement dû au fait que là, dans ce schéma international, il y a tout l'agroalimentaire qui est inclus. Hein. Il n'y a pas que la phase agricole, alors que dans ce modèle-là du CITEPA, c'est que la phase agricole. Et puis, le gros apport, l'énorme apport, c'est le changement d'affectation des sols et la déforestation, donc qui à l'échelle planétaire, produit une contribution qui fait passer de 20% à 27%. Alors, Philippe? quel contributeur en agricole? On a tout ce qui se passe au champ, hein, donc tout ce qui est le machinisme qui produit du CO2 et puis quelques autres gaz qui contribuent au réchauffement climatique par brûlage d'énergie fossile. Et puis il y a toute la phase fertilisation avec notamment les émissions de N2O qui sont un gros contributeur. Alors l'autre grosse contribution qu'on a vue dans le schéma précédent à l'échelle planétaire, c'est lié aux productions animales. Donc c'est la digestion empirique des animaux et la gestion du lisier ou du fumier des animaux qui va produire le même type de choses que la fertilisation minérale. Et puis, Philippe, pardon, avant de passer juste à la suite, tu évoques là la contribution de la fermentation entérique et la contribution des émissions de méthane. Est-ce qu'on sait si ça représente une part importante par rapport au méthane issu du dégel du permafrost? C'est une des questions posées par les participants, tu l'as évoqué tout à l'heure.
C'est très Alors, significatif par rapport au dégel du permafrost? ah oui, oui, parce que heureusement, pour l'instant, le dégel du permafrost, enfin, on commence à le quantifier, hein, mais il reste quand même encore, il est mesuré, hein, il est quantifié. Il y a eu même des reportages sur la Arte là récemment, mais il reste à des niveaux encore raisonnables. Hein. C'est si on dépasse les 1,5 degrés que là, ça va devenir supérieur à ce qui se passe dans des émissions animales. Et si je reviens en arrière, donc les animaux enfin, sur les 28% du total, 24% vient des productions agricoles et 14% du règne animal. Et dans ces 14%, ben, l'essentiel, c'est quand même les bovins et la digestion entérique. Et puis la gestion des excréments, on va dire, et des urines, des matières résiduaires organiques. Et puis le dernier gros morceau qui fait la grosse différence aussi entre les 28, 27% et les 19% français, c'est quand même le déstockage, le stockage des stockages. Alors là, à gauche de mon schéma, tout était négatif, hein, c'est que des émissions qui contribuent au réchauffement climatique, donc des impacts. Mais là, après, sur la partie sol et arbres, végétaux, surtout les cultures pérennes, ben, il y a à la fois du déstockage, parce que ben, quand on coupe la forêt et la déforestation, vous avez vu que ça pouvait être un gros contributeur, c'est ce qui fait l'essentiel de l'écart entre les valeurs françaises et les valeurs internationales. Mais on peut avoir du positif, c'est que je peux aussi stocker dans de la biomasse du carbone et je peux stocker dans des sols plus ou moins de carbone. Et ça va être l'objet de beaucoup d'échanges cet après-midi et de présentations sur comment quantifier tous ces aspects négatifs, mais aussi les aspects positifs que l'agriculture peut amener avec ce stockage du carbone. Alors, mise en œuvre d'un bilan carbone, ça m'oblige à vous introduire la notion. On a Charlotte, ma collègue de la chaire Zapac, vous a parlé d'analyse du cycle de vie. Quand on dit analyse du cycle de vie, c'est calculer les impacts d'un système sur l'ensemble du cycle de vie. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le cycle de vie de la pomme. Eh bien, entre l'assiette du consommateur et le verger, il y a un certain nombre d'étapes, et c'est ce qu'on appelle le cycle de vie. Et même en amont du verger, on a des étapes qui consistent, ce qu'on appelle les activités d'arrière-plan. C'est que pour remplir le réservoir de mon tracteur ou pour épandre des engrais, j'ai besoin d'usines qui vont elles-mêmes extraire des matières premières, pétrole et autres, pour produire ces intrants à l'agriculture. Et à chacune de ces étapes, donc j'ai des émissions de différents gaz à effet de serre, j'ai des consommations électriques qui, suivant le mix, si j'ai un mix français, il est assez peu carboné parce qu'on est majoritairement nucléaire, ou si j'ai un mix suisse, il est majoritairement hydraulique, mais si je suis en Pologne, eh ben, j'ai un mix qui est majoritairement charbon. Et par exemple, l'électricité qui va être utilisée pour refroidir les chambres froides de la pomme, eh ben, elle sera très carbonée si je suis en Pologne, beaucoup plus qu'en France. Donc ça, c'est l'ensemble du cycle de vie, et c'est tout ça pour lequel je dois calculer l'empreinte carbone si j'ai une approche cycle de vie complet. On va appeler ça une approche, je calcule l'empreinte de 1 kg de pommes dans l'assiette du consommateur, par exemple. Mais la plupart des bilans carbone se font, ou beaucoup, une grande part dans l'agricole, se font à la porte de la ferme. Donc à la porte de la ferme, c'est-à-dire que je vais calculer que tout ce qui est en aval, hein, par contre. Donc tout ce qui est en aval, il y a ce qu'on appelle les émissions indirectes, c'est tout ce qui est lié aux intrants agricoles, hein, dans les usines qui fabriquent dans la raffinerie de pétrole et l'usine de production d'engrais, et puis tout ce qui est direct, et je peux même prendre en compte, alors sur la fin de vie, non pas tout, si je m'arrête à la porte de la ferme, mais d'éventuelles émissions indirectes évitées. C'est-à-dire que si j'ai un coproduit qui va éviter, par exemple, j'ai une valorisation énergétique de quelque chose, et bien ça va éviter d'extraire du gaz naturel, donc je vais quand même bénéficier sur l'aval des bénéfices de ce coproduit. Voilà pour ça cette notion de cycle de vie en disant soit on fait le cycle de vie complet, soit on s'arrête à la porte de la ferme. Alors, il y a différentes approches et chacune a leur unité fonctionnelle. On va voir ce que c'est l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle, c'est qu'on va calculer cette empreinte carbone hein, sur tout ou partie du cycle de vie, mais on peut le calculer pour l'exploitation complète, pour 1 hectare, pour 1 kilo de pommes comme on a vu, ou 1 kilo de pommes de terre, etc. Donc, il y a différents vocables. Entre bilan carbone et empreinte carbone, c'est plutôt le vocabulaire qui est utilisé en ACV pour des approches très orientées produits. Donc l'empreinte carbone d'un litre de lait, d'un kilo de pommes, etc. Mais on peut aussi appeler le bilan carbone d'un kilo de pommes ou d'un litre de lait. Par contre, on a tendance à utiliser bilan carbone pour des choses à des échelles un petit peu plus grandes que le produit. Donc, dès qu'on va se placer à l'échelle d'un territoire, d'un verger, d'une parcelle ou d'une entreprise, hein, la CV d'une organisation, je vais faire la CV entière de, par exemple, le partenaire de la chaire, Bonduel, voilà, il va faire la CV complète de toutes ses activités. Ou d'un territoire, on va plutôt appeler ça bilan carbone ou bilan gaz à effet de serre. Et puis, en parallèle de ces approches qui sont très synonymes, hein, bilan empreinte, on a tout ce qui est label ou certification.
fondé sur un cahier des charges ou un référentiel. Alors là, ça peut être aussi, ça peut être très technique ou plutôt, je parle à l'échelle mondiale, hein, des labels carbone, ou porté sur des obligations de moyens et pas nécessairement de résultats. Pour ce qui est de l'agriculture, l'unité fonctionnelle, donc on va calculer les impacts en général pour une unité fonctionnelle qui est en général 1 hectare. On va Et en revenir sur ce général, terme d'unité fonctionnelle, pardon Philippe. C'est ouais, l'unité à laquelle on rapporte l'ensemble des émissions calculées sur le cycle de vie. tout à fait. Alors par exemple là sur les schémas, hein, si j'ai dit l'unité fonctionnelle, ça peut être 1 litre de lait, 1 kilo de pommes, une portion de fromage, hein, il y a la notion de portion qui peut être, ou une exploitation entière, ou 1 hectare. Hein. Par exemple, ça peut être 1 hectare de verger, je vais voir qu'est-ce que je stocke, et je des stocks de carbone sur 1 hectare de verger, et je me compare avec une référence, et on dit la référence pouvant être moi-même ou pouvant être une référence qui est fournie dans le référentiel. Moi-même, c'est-à-dire là, je me rends dans une démarche d'amélioration continue et je vais dire, voilà, souvent ça dans les ACV des organisations, c'est ce qui est fait. Voilà, le bilan carbone Bonduelle ou Danone, et il s'est amélioré de 20% par rapport à 2018, par exemple. Donc ça, c'est plutôt label On va revenir sur ou ces ACV définitions des avec Kevin organisations. juste après. Tout à fait. Hein, là, c'est vraiment le paysage. Alors, je vais terminer sur 4 diapos rapides, hein, mais jusque-là, tout va bien. Il y a des calculs, il y a des modèles d'émission, mais on arriverait facilement à se mettre tous d'accord sur comment on fait ça. Où se cache le diable? Le diable, je l'ai mis là, il est vert, parce que c'est avec ça qu'on peut faire du greenwashing. Hein. Donc, c'est quand j'ai un produit et un coproduit. Exemple, j'ai une vache laitière qui, en fin de vie, devient une vache de réforme et produit de la viande. J'ai un agrocarburant dont je vais extraire les huiles pour faire un biocarburant, mais les tourteaux, résultat de l'extraction des huiles, ils vont partir en alimentation animale. Et puis, etc. Hein, dans le pétrole, c'est que des coproduits, hein, de la distillation du brut. Puis j'ai du blé et de la paille. Alors, la question, je prends l'exemple de la vache, parce qu'il est très facile à comprendre. J'ai tout un tas d'émissions, directes, indirectes, sur l'ensemble du cycle de vie de la vache, et à la sorte. Donc j'ai une grosse boulette d'émission qui me fait l'empreinte carbone de la vache. Quelle part de cette empreinte carbone j'alloue au lait et j'alloue à la viande? Comment je fais ça? Et c'est là où on peut faire dire tout et n'importe quoi à une ACV. À une ACV ou un bilan carbone en l'occurrence. Alors, il y a 3 méthodes qu'on va très rapidement parcourir, mais ça j'insiste dès l'entrée, hein, parce que c'est là où c'est dur de trouver des compromis, des choses pertinentes pour qu'on se mette tous d'accord sur comment on fait ça. Donc la manière la plus recommandable, c'est la première, c'est la subdivision. Alors la subdivision, c'est ce qui a été fait dans Agribalise, hein, pour l'empreinte environnementale complète, multicritère, mais qui inclut le bilan carbone. Hein. On a dit tous les impacts de la gestation et de la croissance jusqu'à la première lactation de la vache sont alloués à la viande. Tout ce qu'elle va manger, péter, rôter, hein, puisqu'il y a des digestions entériques, sont alloués à la viande. Et tout ce qui vient après, tout ce qu'elle va manger, péter, rôter, quoi, grosso modo, sera alloué au lait. Et ça, c'est la manière la plus recommandable. Mais il y a beaucoup de cas où on ne sait pas faire ça proprement. Alors, quand on ne sait pas faire, on va dire, les impacts du lait, admettons que je veuille les impacts du lait, c'est les impacts de ma vache, de toute sa vie, hein, avec le lait et la viande, moins les impacts évités de la non-production de 200 kg de viande que j'ai évité. Et là, je calcule une race à viande, hein, un charolais par exemple, et je vais dire les impacts du lait, c'est tous les impacts de l'ensemble du vie de la viande ramenés à, je sais pas, à plusieurs dizaines de milliers de litres de lait, moins les impacts de 200 kg de viande charolaise. C'est la deuxième méthode qui est un peu moins recommandable que la précédente par les instances internationales. Et puis la troisième, je vais vous prendre là, non plus un exemple du lait parce que c'est un peu plus compliqué, j'ai un exemple de la forêt, c'est les allocations. Si on n'arrive pas à faire ni les deux précédentes, on va allouer, soit financièrement, soit par une unité massique. Et donc, imaginons que j'ai une extraction forestière avec un tronc de 1 kg et que ce tronc produit 0,7 kg de planche et 0,3 kg de sciure, hein, et que là, je vous ai mis des ordres de grandeur des prix, c'est 2,10 € le kilo et 0,25 € le kilo de sciure. Et pendant toute cette phase d'extraction et tout ça, j'ai eu plein de gaz à effet de serre qui ont été émis. Qu'est-ce que j'alloue à la planche et qu'est-ce que j'alloue à la sciure? Si je fais une allocation massique, je vais allouer 70% des impacts de toute cette grosse boulette de gaz à effet de serre émis tout au long de l'extraction forestière. Je vais allouer ça aux planches.
Mais si je fais une allocation financière, je vais allouer 90% aux planches et seulement 10% à la sciure. Alors, vous voyez que ça fait allocation financière, pardon Philippe de te couper, tu alloues en fonction du potentiel économique, de la valeur économique que représente chacun des produits et coproduits. Exactement. Cette boulette d'impact que j'ai calculée sur l'ensemble de ça, je vais la multiplier par 0,3 kg fois 0,25 € le kilo, ça va me donner 11%. Et là, je vais faire la même chose pour le prix de vente des planches à partir d'un kilo de tronc. Et alors, cette allocation, vous comprenez que déjà sur les planches, je vais avoir un écart. Bon, j'ai 20% d'écart. Mais sur la sciure, si par ailleurs je compare la sciure dans une chaufferie par exemple communale, avec du gaz naturel qui vient de Norvège, là, suivant que je calcule comme ça ou comme ça, j'ai 3 fois plus d'impact, puisque 11% du bilan carbone total de l'exploitation forestière sera alloué à la sciure, et là 30%, donc 3 fois plus. Donc, suivant l'hypothèse que je vais prendre, celle-ci ou celle-ci, la sciure, elle est mieux que le gaz naturel ou elle est moins bien. C'est aussi bête que ça. Donc, on retient que le diable se niche dans les détails et que dans ces exercices. Exactement, et c'est le diable que j'ai mis là, et c'est ce qui va un peu, ce qu'on va pouvoir discuter tout l'après-midi, dans les détails. Alors, par contre, les agences environnementales, par exemple, sur les questions énergétiques, sur les agrocarburants, elles ont décidé, c'est une allocation au contenu énergétique, en mégajoules. Et ça s'arbitre secteur par secteur, doucement et sûrement, et c'est pas encore complètement arbitré dans tous les secteurs ou tous les labels. Et c'est ce qu'on va voir tout cette année. Voilà, ce qu'on va voir tout à l'heure, et tu citais tout à l'heure Agribalise, qui est un référentiel d'inventaire de cycle de vie qui définit un certain nombre de règles d'allocation et d'impact entre produits et coproduits pour les industries agricoles et agroalimentaires. Et on a vu comment ça avait été fait pour la vache laitière, mais ça ne veut pas dire que c'est fait partout pareil. Pour la vache laitière d'Agribalise, ça a été fait comme ça. Mais il y a aussi des allocations financières, par exemple, dans certains cas, quand on sait pas faire autrement. Donc là encore, on invite les participants dans des résultats d'analyse de cycle de vie et les calculs d'empreinte, d'être vigilants sur les hypothèses qui sont prises. Merci beaucoup, Philippe. Avec toi, on a posé le cadre, on va dire scientifique, et les définitions et les rappels des enjeux de l'impact de l'empreinte carbone en agriculture.